Donc, je vais vous présenter très rapidement la mutualité française Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes une union régionale qui défend l'accès à la santé pour tous. Dans ce cadre-là, nous nouons différents partenariats avec les acteurs de santé, où nous fédérons la plupart des mutuelles, c'est-à-dire au moins 97 pour 98% des mutuelles, des vraies mutuelles gérées par le code de la mutualité. Et dans ce cadre-là, on met en place différentes actions de prévention, dont notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur une thématique liée à la santé et l'environnement, la santé environnementale, qui est un grand problème de santé publique sur lequel la mutualité française s'est évidemment inquiétée à juste titre parce que on verra ça. Vous avez encore des problèmes pour m'entendre. Je suis désolé, ça risque d'être compliqué, mais je ne vais pas parler très très longtemps puisque c'est mon collègue Fabrice qui va animer l'ensemble de la conférence. Donc il y a trois missions, mais ça on va aller vite, c'est notre service de la santé, servir le mutualisme et servir des mutuelles, mais évidemment et avant tout les adhérents des mutuelles et la santé des adhérents des mutuelles. Voilà. Bon, je laisse la parole à mon collègue Fabrice. Je suis désolé sur les problématiques de son et je vous prie encore de m'en excuser. Voilà, cher Fabrice, à toi la parole. Merci Henri. Bon, écoute, on va essayer de gérer au mieux avec ton super micro, hein. Des fois, les hommes sont bons, mais c'est la technique qui pallie. Alors, hop, nous allons commencer par une petite question pour tout le monde. Où l'air est-il le plus pollué? En fait, on a très très souvent une image de l'air extérieur qui est assez pollué, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des usines, une circulation automobile qui est assez impressionnante. Même dans nos campagnes les plus reculées où tout est verdoyant, on a toujours des émissions de gaz dues à des usines ou des fermes ou des entreprises locales qui peuvent nous donner l'impression que l'air extérieur est très pollué. Et paradoxalement, du coup, notre air intérieur, chez nous, le cocon dans lequel on se sent en sécurité, nous semble sécurisant, nous semble beaucoup moins pollué. La pollution s'arrête à nos fenêtres. Chez nous, c'est propre, c'est sécure, il n'y a aucun souci. Et finalement, on peut se poser bien la question, est-ce que c'est plus pollué à l'extérieur ou à l'intérieur? Alors, pourquoi on se pose ce genre de questions? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la population française, 30% de la population souffre d'une forme d'allergie, quelle qu'elle soit, notamment pulmonaire, et on a une multiplication par 4 depuis une trentaine d'années du nombre d'asthmatiques. Donc, en fait, on s'interroge de plus en plus sur la qualité de l'air de manière globale, extérieure et intérieure. Et maintenant, on se focalise de plus en plus sur l'air intérieur pour une bonne et simple raison. C'est que la réponse à cette question, c'est que habitation, travail, transport, alors quand on dit transport, c'est tout compris, hein, voiture, métro, bus, etc. On passe 90% de notre temps dans des espaces clos, des espaces confinés. En fait, on est très souvent vraiment à l'extérieur. Ce qui fait qu'à l'intérieur d'une maison, on a la multiplication des sources de pollution et un manque d'aération. L'air intérieur reste à l'intérieur. Cette multiplication de sources de pollution et ce manque d'aération font que les concentrations sont de plus en plus importantes, restent à l'intérieur et l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'extérieur. D'après l'Observatoire justement d'études de la qualité de l'air, l'air intérieur est pollué 5 à 10 fois plus que l'air extérieur et les sources de pollution ne sont pas forcément celles auxquelles on pense. C'est principalement les matériaux même de la maison, c'est une pollution directe du bâtiment. Ça va être les matériaux d'isolation, les peintures, les meubles. Après, à côté de ça, vous allez avoir la pollution due à la vie, tout ce qui va être allergène, acarien, les particules émises par l'activité humaine, le ménage, notamment, qui est une grande source. Ce qui fait que le terrain domestique aujourd'hui est la première source d'émission de composés chimiques que l'on respire. Tout cela dans la maison. Donc la question à la réponse à la question était bien entendu que c'est l'air intérieur qui est plus pollué que l'air extérieur. Que pouvons-nous faire? Alors il ne faut pas sombrer dans l'éco-anxiété. Qu'est-ce que l'éco-anxiété? C'est un concept qui est sorti il y a quelques années, c'est assez récent. C'est qu'en fait, les problématiques, alors là pas que sur l'air intérieur, mais les problématiques environnementales,
sont en train de faire une espèce de névrose de société qui font que la plupart des gens se trouvent anxieux par rapport à l'avenir de la planète, par rapport à l'avenir de la santé et de l'environnement, et aussi l'avenir de la santé des enfants. Grosso modo, l'éco-anxiété va être résumée en une seule phrase: quel est le monde qu'on va laisser à nos enfants? Alors c'est pas vraiment une maladie, mais l'éco-anxiété est appelée par les psychologues la solastalgie. C'est tout simplement la crainte du futur due aux conditions environnementales. Il y a beaucoup de choses qui font que cette éco-anxiété se développe dans le tout à chacun, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Vous prenez n'importe quelle information, on voit l'Amazonie qui se déforeste, l'Australie qui est en feu, les canicules qui augmentent, on n'arrête pas de nous parler de fonte des glaces, pollution, etc., pollution chimique, ce sont des choses qu'on va voir aussi tout à l'heure. Ce qu'il faut que de manière douce, de manière culturelle dans la société, se développe ce sentiment. Et c'est quelque chose qui est très très marqué, surtout chez les jeunes. Ce qu'on a pu remarquer avec la fameuse militante Greta Thunberg qui a fédéré beaucoup de jeunes sur la planète à propos de ça, c'est que les jeunes sont très inquiets de l'avenir au niveau santé et environnement. À ça, il faut répondre quelque chose, c'est que l'éco-anxiété, ce n'est pas une pathologie. Si on est anxieux, et c'est peut-être pour ça que vous êtes venu vous inscrire à cette conférence, c'est pas une pathologie, c'est simplement un signe tout simple, c'est que vous avez une conscience éveillée. Cela vous touche, vous êtes intéressé, vous voulez vous renseigner. Donc ne pas confondre l'anxiété avec une vraie névrose. Donc, à savoir qu'à cette anxiété, on peut répondre par des façons simples, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, nous allons voir ensemble comment on peut faire des choses très simples au quotidien pour essayer d'améliorer la pollution intérieure. Première des choses que l'on va voir, c'est de repérer les sources de pollution, parce que si on les ignore, ben on ne peut pas les lutter, on ne peut pas les contrer, on ne peut pas les supprimer. Voilà, une fois qu'on les a repérés, on va les supprimer, ou si on ne peut pas s'en passer, on va faire en sorte de limiter l'exposition. Et troisième possibilité, c'est que face à tout ça, il y a forcément, ou très généralement, des alternatives plus saines à la santé qui vont pouvoir remplacer ces sources de pollution. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des questions, dans le chat. Donc, du coup, on va voir des choses qui peuvent sembler anxiogènes, mais qu'on se rassure, il y a beaucoup de choses simples à tous les niveaux, au plus gros niveau de l'État, avec par exemple une conférence sur le climat, au plus petit niveau de l'individu, au niveau particulier, il y a plein de gestes qui peuvent améliorer les choses. Première chose à faire, on va aller à la maison pour repérer les sources de pollution intérieure. Alors, excusez-moi, je reviens ici, je vais dire un petit quelque chose. On n'a qu'une heure devant nous, donc on ne peut pas faire toute la maison, parce que vous doutez bien que les sources de pollution, on a quasiment dans toutes les pièces. On a choisi délibérément de concentrer sur les pièces où il y a le plus de sources de pollution et celles qui sont les plus importantes. Première étape, la cuisine. Donc là, je vais essayer de vous faire un petit jeu comme je peux en direct. Comme on n'est pas nombreux, essayez de répondre sur le chat. Quelle est, à votre avis, la source de pollution la plus importante sur cette photo? Allez, je vous donne une petite trentaine de secondes. Il y a le chat. Mouillez-vous, jetez-vous à l'eau. Est-ce que quelqu'un a une petite idée de quelle est la source de pollution la plus importante sur cette photo? Alors, quelqu'un dit levier, les produits ménagers, oui, effectivement. Allez-y, continuez. La plaque. La cigarette. Théodora. Ben, il y en a plusieurs. Effectivement, la première source de pollution sur cette photo, c'est tout simplement le tabac. On a très souvent tendance à négliger le tabac. C'est la première source de pollution intérieure. Il ne faut pas oublier que la fumée de tabac contient 4000 composés chimiques, dont une cinquantaine fortement cancérigènes. Pour les autres, pour ceux qui veulent savoir, je vous garantis qu'il n'y a pas de vitamines. Et le problème de la fumée de cigarette, c'est que non seulement elle va être dans l'air, mais en plus elle va imprégner tout ce qu'elle peut, notamment les tissus, les coussins, et va continuer donc à être contaminante par contact. Fumer la fenêtre ouverte ne change pas grand-chose, parce que la fumée va quand même contaminer les tissus. Donc si vraiment vous êtes un fumeur, une seule solution à faire pour éviter de polluer l'intérieur, il faut fumer à l'extérieur. Alors, la deuxième source de pollution, qui est par contre peut-être la plus mortelle, là je ne vais pas jouer au jeu, sinon on n'aura jamais le temps,
c'est tout simplement tous les appareils à combustion. En premier lieu, les chaudières, les chauffe-eau, mais si vous avez des chauffages à combustion, c'est le même principe. Il ne faut pas oublier que ces chaudières à combustion produisent du monoxyde de carbone. C'est un gaz inodore, incolore et qui est mortel à forte concentration. Chaque année, il y a des accidents dus à des appareils mal entretenus. Il y a des morts. Hein, ça, chaque année, on en a au moins 4 ou 5 minimum. C'est quelque chose de très important. Si vous possédez des appareils à combustion, gaz, fuel, il faut absolument les faire entretenir et les faire vérifier de manière très, très régulière. Maintenant, on va rentrer dans plutôt ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la pollution chimique. Et là, vous l'avez mis dans le chat, hein, c'est ce qui est ressorti en premier. La première pollution chimique, ça ne marche plus. La première pollution chimique dans la maison, ça va être les produits de type industriel, les produits ménagers. Alors, j'ai mis 2 bricolages, parce que comme je ne fais pas le garage, je les intégrer là, parce que parfois, quelques bricoleurs stockent leurs produits bricolage dans la cuisine. Ces produits-là, en fait, ce sont des vrais produits industriels. Ils sont assez dangereux et ils vont dégager ce qu'on appelle des COV, des composés organiques volatiles. Alors, très généralement, c'est des solvants, des éthers, des formaldéhydes. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans la chimie brute. Hein. L'idée, c'est de pouvoir repérer sainement ces produits-là. Donc, quand on possède ce type de produit, déjà, il faut penser au stockage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits du particulier dans ce type de contenants, ces contenants ne sont pas étanches. Très généralement, quand vous ouvrez le placard sous l'évier qui contient tous ces produits, vous allez vous rendre compte que vous sentez une odeur. À partir du moment où vous sentez une odeur, c'est que le bidon n'est pas étanche. Le produit passe à travers, le produit est en train de dégazer. Donc, s'il dégaze, doucement, doucement, les composés vont remplir l'atmosphère de la pièce. Donc, du coup, il vaut mieux éviter le stockage ou alors dans des placards très étanches. Mais moi, je vous conseille de stocker ces produits-là dans des pièces qui ne sont pas des pièces de vie. Donc, les autres produits ménagers, il ne faut pas négliger que là, vous allez avoir les produits pour les sols, les produits ménagers courants, mais vous avez également les produits vaisselle, qui sont aussi très généralement sur les mêmes bases. Mais pourquoi je mets un petit peu les deux ensemble? Parce qu'il y a un petit souci quand vous utilisez ces produits, soit lorsque vous les utilisez directement, vous faites des mélanges. Quand vous faites du mélange, et notamment dans le mélange dans de l'eau chaude, ce qu'on fait très généralement dans les produits pour nettoyer les sols, la chaleur et le fait de touiller le produit va faire qu'il y aura encore plus de dégagement de particules dans l'air et vous allez respirer encore plus de particules. Vous vous rendez compte, hein, très généralement, quand vous ouvrez la boîte et que vous mélangez dans de l'eau, l'odeur vous prend tout de suite à la gorge ou au nez. Si vous avez l'odeur, c'est que c'est chargé en particules. Les produits vaisselle, c'est la même chose. Vous croyez que le produit vaisselle est bien à l'abri dans votre lave-vaisselle, mais si vous approchez du lave-vaisselle pendant qu'il tourne, vous allez sentir l'odeur du produit. Donc le produit dégaze aussi dans l'air ambiant. Donc, c'est des produits, il faut faire attention. On va voir ensemble des alternatives qui existent avec tout ça. Pour l'instant, on fait que repérer les produits. Un petit focus, quelqu'un m'a dit la plaque de cuisson. Alors, ce n'est pas tellement de la pollution chimique et de la pollution de l'air, hein, la plaque de cuisson, mais c'est vrai que ce n'est pas faux. Tout ce qui va être cuisson aujourd'hui, là, vous avez 2 éléments. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous avez un four micro-ondes et une plaque à induction électromagnétique. Les 2 systèmes produisent un champ d'électromagnétisme qui est discutable aujourd'hui. Je ne vois pas rien, un petit souci avec le son. Voilà. Henri, je t'ai rendu le son. Ça y est, ça remarche. Merci, merci. Voilà, donc les modes de cuisson, que ce soit micro-ondes ou les plaques à induction, en fait, génèrent un champ électromagnétique qui est potentiellement, je viens de dire, potentiellement dangereux, plus particulièrement chez les personnes possédant un pacemaker ou les femmes enceintes. Donc la recommandation, c'est une recommandation de précaution, quand vous utilisez ce type d'appareil, c'est de reculer d'au moins un demi-mètre quand il fonctionne. Voilà, vous n'avez pas besoin de rester collé à l'appareil pendant qu'il tourne. Donc, revenons à notre pollution chimique dans l'air. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tous ces COV qui se retrouvent dans l'air de la cuisine? Il n'y a qu'une seule chose à faire, évidemment, ventiler. La ventilation, c'est le premier réflexe. Il faut ventiler pendant qu'on utilise ces produits-là. Mais aussi, il ne faut pas oublier de ventiler régulièrement. On va passer à la salle de bain. Alors, peut-être une petite question, Fabrice. Vas-y. Quand on dit ventiler, est-ce que c'est la même chose que aérer? Alors, non, aérer et ventiler sont 2 choses très différentes. Bien fait de poser la question. Mais on va faire un focus sur qu'est-ce que l'aération et la ventilation sur une des dernières slides. Donc, on va revoir ça ensemble. Je vais trop vite, désolé. Bon. Oh, je te connais, Henri, tu vas bien aller très vite.
Alors, la salle de bain. Alors, on va refaire le petit jeu de tout à l'heure, puisqu'on va le faire au moins une fois par slide. À votre avis, quelle est la première source de pollution dans l'air? Je précise bien dans l'air, sur cette photo. Remettez vos réponses dans le chat. Alors, quelqu'un dit les parfums, oui. Ah, l'humidité. Spray déodorant, oui. Ok, j'entends dernière. Les parfums. Voilà, on en a peu, la vapeur, et je ne sais pas. Les produits cosmétiques. Alors, vous avez tous un peu raison. Après, il y en a un plus en particulier que les autres. C'est vrai qu'on pourrait penser tout de suite à la vapeur, parce que dans une salle de bain, la première chose qu'il va y avoir, c'est la douche. De préférence, la plupart des gens se baignent à l'eau chaude, ce qui va générer de l'humidité et de la vapeur. Et c'est vrai que l'humidité de l'air est quelque chose qu'il faut combattre en termes de pollution intérieure. Mais j'ai précisé pollution chimique de l'air intérieur. L'humidité de l'air, c'est vrai que ce n'est pas terrible, ça crée des moisissures, ce qui peut créer des champignons et créer des problèmes pulmonaires, mais ce n'est pas le premier problème, à condition que l'on ventile toujours. Mais voilà, là on est sur la pollution chimique, et le premier polluant chimique, finalement, quel que soit son type de contenant, ça va être, bien entendu, tous les cosmétiques. Pourquoi? Parce que tous les cosmétiques, en fait, contiennent une grande quantité de produits chimiques. Vous avez qu'à voir toutes les pubs qui se prend à base d'ester, de machin, qui rajeunit, qui raffermit la peau, etc. Il y avait une étude de l'UFC qui a été faite montrant que plus d'un produit d'hygiène et cosmétique sur deux contient un produit dangereux pour la santé. Très généralement, on va retrouver en vrac, comme ça, du parabène, du dioxyde de titane, on a encore du biphénol aussi dans certains cosmétiques, des phtalates, enfin, etc. Ce sont des molécules très très dangereuses parce que non seulement, soit en mode spray, ce qui est le pire, vont se retrouver à l'état particulier dans l'air, soit aussi parce que ces cosmétiques, non seulement on va les respirer, parce qu'ils ont tous au moins un parfum agréable pour donner envie de l'utiliser, même si ce n'est pas en mode de spray. Même un simple rouge à lèvres qui est là pour faire du rouge va avoir parfois une odeur pour être aussi plus appétant, plus attractif. Alors que l'odeur n'a aucune utilité. Non. Donc ces produits, non seulement on va les respirer, mais en plus, on va les utiliser directement sur notre peau. Et la plupart de ces produits vont passer la barrière de la peau pour aller directement dans notre sang. Donc là, c'est très embêtant. Ça fait deux voies d'entrée. Aussi bien par les poumons que par la peau. Et certains cosmétiques, on va les mettre en contact direct avec les épithéliums. Alors, les épithéliums, c'est toutes les peaux fines qui permettent le passage entre l'extérieur du corps humain et l'intérieur du corps humain, notamment la bouche. Quand vous mettez un cosmétique sur la bouche, c'est quasiment un passage instantané au niveau du sang. Si vous mettez des cosmétiques très près des yeux, vous avez les capillaires sanguins au niveau des yeux, vous risquez d'avoir un passage très rapide aussi, etc. Donc, il faut faire très attention, notamment si avec les produits d'hygiène pour les parties génitales. Pareil, c'est un épithélium, c'est un lieu de passage. Donc, voilà, il faut vraiment faire très attention au type de produits cosmétiques qu'on va utiliser. Ce sont ceux qui vont vraiment le plus contaminer notre corps puisqu'on est en contact direct avec eux. Sur les produits d'hygiène aussi, puisque vous parlez des sprays, on va se poser pas mal de questions, notamment parce que maintenant, certains sprays, surtout les déodorants, contiennent ce qu'on va appeler des nanoparticules. Alors, le problème des nanoparticules, c'est qu'elles sont tellement petites qu'elles passent directement à travers la peau comme si elles n'étaient pas là. Donc, c'est assez embêtant. De plus, on va revenir à quelqu'un qui a dit l'humidité et la vapeur. Je reviens dessus. Autant la vapeur humidité toute seule, bon, moisissure, etc., c'est pas terrible. Mais il faut savoir que l'humidité dans l'air est ce qu'on appelle un transporteur. C'est un vecteur de transmission de toutes les particules qui sont dans l'air. Alors, c'est le cas pour les polluants chimiques, mais c'est aussi le cas pour les virus. En ce moment, on discute pas mal virus dans l'air ambiant, je dirais. Tout ce qui va être les micro-gouttelettes qui sont en suspension dans l'air, ce sont autant de transporteurs qui vont aider les polluants à rester dans l'air. Et quand on va respirer ces gouttelettes qui sont dans l'air, ça va d'autant plus en amener dans les poumons. Donc les cosmétiques, très généralement, comme on les utilise dans la salle de bain, non seulement on va les respirer parce qu'à l'état naturel, il dégage, mais on va les respirer avec ces transporteurs parce que très généralement, on vient de prendre sa douche et que la salle de bain est pleine de vapeur d'eau.
passer 1 heure sur les cosmétiques, vous avez compris l'idée. Mais il y a d'autres types de produits auxquels il faut faire attention. Alors, les produits d'hygiène, j'ai un peu avancé, je l'ai dit. Hein. Mais surtout, je fais un petit focus sur le dentifrice. Pourquoi? Parce que le dentifrice, c'est un produit qui commence... Enfin, certains composés chimiques de certains dentifrices sont assez décriés, notamment tous ceux qui contiennent du triclosan, qui est utilisé, c'est un produit antibactérien qui est utilisé pour son essai bactéricide. C'est intéressant pour ce point de vue-là. Le problème du brossage de dents, c'est que quand vous brossez vos dents, vous créez des micro-lésions sur vos gencives. Vous abîmez un petit peu vos gencives en brossant vos dents. Ce n'est pas méchant, vous ne le sentez quasiment pas, c'est invisible à l'œil nu. Mais au niveau chimique, toutes ces micro-lésions sont autant de portes d'entrée pour que les particules chimiques rentrent à l'intérieur de votre corps. D'où l'intérêt de prendre un dentifrice qui contient le moins de composés chimiques nocifs possible, puisque là, vous lui donnez une voie d'entrée directe. Et évidemment, pour terminer sur tous ces produits qui se concentrent dans l'air, encore une fois, vous savez bien, c'est petit, le dégazage va se concentrer de l'air, l'humidité, la vapeur, tout cela ne se règle que par, c'est apparu, j'ai pas le temps de le voir, la ventilation. C'est vraiment la pièce qui nécessite le plus d'aération et de ventilation possible par rapport aux autres. Mais on va revenir sur une slide spéciale sur la ventilation et l'aération. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, je surveille le chat du coin de l'œil. Sinon, on reprendra peut-être à la fin s'il y a des questions plus précises. Petit focus sur la chambre d'enfant. Alors, pourquoi la chambre d'enfant? Fabrice, excuse-moi. Tu as parlé des produits. Est-ce que tu sais que tu pourras faire un petit focus, notamment sur les parfums? Non, on peut en parler maintenant si vous voulez faire un focus sur les parfums. Parce que on est en période de Noël et on sait que 50 ou 60% des parfums vendus en France sont vendus pendant cette période de Noël. Alors, est-ce qu'il y a sur les parfums, quelle est la composition? Est-ce qu'il y a des produits chimiques? Est-ce que, par exemple, comment est-ce que on peut utiliser le parfum? Parce que bon, moi, je sais que certaines associations préconisent de le mettre sur les vêtements plutôt que sur la peau. Enfin, voilà, quoi. Alors, c'est une très bonne question. Du coup, je vais tenter de répondre avec la globalité. Déjà, différencier ce qui va être les déodorants des parfums. Les déodorants, très généralement, contiennent des molécules chimiques pour capturer les odeurs et en plus ont des bactéricides dedans, notamment du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane est assez décrié au point de vue cancérigène. Donc déjà, c'est différent. Les parfums, le problème, c'est que soit ce sont des parfums d'origine naturelle, donc dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à risquer. Ce sont des extraits d'essence de plantes. Si ce n'est qu'après, je dirais franchement que les poumons ne sont faits que pour respirer de l'oxygène, donc éviter de se parfumer directement dans les narines. Et l'astuce de mettre directement sur les vêtements est une très bonne astuce, ça évite le contact direct lors de la pulvérisation sur la peau. Mais il faut se méfier de certains parfums qui contiennent des composés chimiques. Alors, notamment un, je ne vais pas le citer, mais vous le trouverez très facilement sur Internet. Certains parfums ont joué sur notamment des hormones. Ils ont rajouté des hormones de synthèse qui, soi-disant, ont une fonction attractive. Donc, notamment des hormones masculines ou féminines qui ont été rajoutées au produit pour jouer un petit peu sur cette notion d'attractivité intersexe. Le problème, c'est que les hormones, même si toutefois elles étaient d'origine naturelle, ce qui n'est sûrement pas le cas dans ces parfums-là, toutes les hormones sont des perturbateurs endocriniens. Si vous parfumez avec ces parfums-là, vous avez donc une modification de votre taux hormonal. C'est donc pas une très bonne idée. Voilà. Y a des sites comme UFC Que Choisir qui ont fait pas mal d'études sur la composition des parfums. Je vous conseille simplement d'aller faire un petit tour sur Internet et s'y référer pour trouver le bon parfum. L'idée n'étant pas de plus se parfumer, parce que je suis sûr qu'Henri a envie de me faire un cadeau, c'est pour ça qu'il pose la question. Mais l'idée, c'est de choisir, encore une fois, le bon produit. Donc, il y a des parfums qui sont très bien faits, qui respectent les normes biologiques et les normes de santé, et d'autres qui passent complètement à travers. Rappelez-vous qu'un produit cosmétique, un produit d'hygiène ou un parfum, ce sont des produits qu'on met directement sur la peau. Et pourtant, d'ailleurs, des fois, certains cosmétiques ou produits d'hygiène sont venus presque comme des médicaments, hein, ils ont des vertus miracles. Mais pourtant, ces produits-là ne respectent pas du tout les mêmes normes de mise sur le marché qu'un médicament. Ils respectent des normes simplement purement cosmétiques. Donc, les effets sur la santé ne sont pas aussi bien étudiés qu'on pourrait le croire. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Henri? Ah, on a perdu Henri. Non, mais on avait une question de Leliane Vana sur
quel site faut-il aller pour avoir une certitude d'avoir des parfums qui soient le moins nocifs possible pour la santé? De mémoire, il me semble que c'est l'UFC qui a fait une enquête sur les parfums. Si ce n'est pas eu, oui, je suis quasiment sûr que c'est l'UFC que choisir qui a fait cette étude-là. Donc, vous pourrez sûrement le retrouver sur leur site internet. Ils ont un système d'archives. Oui, mais ils ont fait d'ailleurs une enquête la semaine dernière, UFC Que Choisir, sur plus de 150 produits alors des produits, des crèmes anti-rides, des crèmes, différentes crèmes. Il y a 150 produits qui ont été testés. Et sur les 150, je crois qu'il y en a 40 qui n'ont pas, en tout cas, de produits trop nocifs. Voilà. Oui, mais c'est vrai que l'UFC fait très, très fréquemment ce style d'enquête. Donc, c'est intéressant de se tenir au courant parce que on n'aurait pas ce style d'association. On n'aurait pas cette espèce de lanceur d'alerte qui va alerter le public. Et c'est bien nous, en tant que consommateurs, par notre choix, qui allons influer sur le fabricant, qui va prendre en compte ou pas nos desiderata. Si nous, en tant que consommateurs, on ne va pas se positionner en disant je veux un produit plus sain, le fabricant ne va pas se casser la tête. Ah, je vois que Chantal Bier a mis justement un lien. Donc, merci à Chantal. Voilà. C'est vrai que l'idée, c'était pas d'entrer trop dans le détail, parce que je vois le temps qui tourne derrière. Là, première idée, c'était de repérer ces sources de pollution pour vous ayez une idée claire où est-ce qu'on va les situer. Je reviens sur la chambre pour enfants. Pourquoi la chambre pour enfants? Tout simplement parce que le nouveau-né dans une maison correspond à ce qu'on appelle une période de grande vulnérabilité. Il y a une période qu'on appelle la période des 1000 jours, qui prend en compte de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans de vie. Dans cette période-là, un enfant est très sensible aux polluants chimiques, donc soit à travers la mère pendant la grossesse, soit tout simplement ces 2 premières années de vie avec ce quoi il va être en contact. Donc, au lieu de faire toutes les autres pièces de la maison, j'ai voulu focaliser là-dessus parce qu'une chambre d'enfant, très généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant arrive, on va refaire la pièce à neuf. Et à votre avis, du coup, sur la chambre d'enfant, même question, quel est le premier polluant de la chambre d'enfant qui est toute neuve? Alors, tout le monde sur le chat. Donc, là, il y a la peinture, les meubles neufs. Meubles, peinture, peinture, peinture. Et oui, vous avez raison. Ah, le sol, oui, quelqu'un qui a bien fait de le rajouter. Effectivement, dans la chambre d'enfant, le premier polluant, ça va être la peinture. Une pièce, alors je prends la chambre pour enfants comme exemple, mais la logique est la même pour toutes les pièces. Une pièce fraîchement repeinte, la peinture va dégager des COV pendant un certain temps. Même si vous prenez une peinture labellisée A+, faible émission dans l'air, il faut voir que les normes sont faites à partir d'une peinture sèche. C'est-à-dire que pendant que vous appliquez la peinture, là, elle dégaze énormément, autant qu'une autre qui n'a pas de norme A. Et pendant qu'elle sèche après l'application, pendant au moins 24 heures minimum, elle va continuer à dégazer des solvants. Donc les normes de faible émission sur les produits style peinture ne sont valables qu'une fois le produit appliqué, séché, ventilé. Ce n'est pas parce qu'un produit est A+, qu'il faut ne prendre aucune protection lorsqu'on va le mettre. Et le cas de la chambre pour enfants est quand même assez gravissime comme exemple, parce que ça veut dire que très généralement, c'est la mère qui, pendant son arrêt maternité, prépare la chambre d'enfant. C'est peut-être elle qui a passé le coup de peinture pour faire propre. Donc, elle a respiré les solvants pendant qu'elle était enceinte. Donc, les produits sont passés dans le sang et sont allés de la mère à l'enfant. Et en plus, le gamin, s'il intègre la chambre dans un camp très court, bah, si la chambre n'a pas été suffisamment ventilée, il va respirer le dégazage de peinture après. Donc la peinture, premier polluant. Alors là, je parle pour des peintures neuves. Bien évidemment, si vous avez des logements anciens, très anciens, faire très attention aux anciennes peintures qui pouvaient éventuellement contenir du plomb. Enfin voilà, comment on est tombé sur un logement qui a quasiment pas loin d'un siècle, et la peinture aussi, vous n'avez pas le cas. Mais si vous avez racheté une vieille maison, faites très attention à ça. Les vieilles peintures contenaient du plomb, toutes les peintures intérieures, extérieures, surtout les peintures des volets. Et si vous avez la bonne idée de récupérer les matériaux et donc de poncer ces produits-là pour remettre une peinture neuve, attention au ponçage. Il faut absolument se protéger au maximum. Le plomb, vous pouvez le respirer. Alors, après les peintures, bien évidemment, comme vous l'avez dit, il y a le mobilier.
parce que très généralement, une chambre d'enfant, bah, ça veut dire des meubles neufs. Les meubles neufs, ce sont ceux qui vont le plus dégager de quoi? Du formaldéhyde. C'est un solvant qui est utilisé dans la colle pour agglomérer le bois, puisqu'il s'agit très généralement de meubles en bois reconstitués. Le problème du formaldéhyde, c'est qu'il n'est pas interdit. Il est autorisé jusqu'à même certaines normes. Donc, il n'y a pas de label ou de normes qui vont vous dire ce meuble en contient pas. Certains fabricants commencent maintenant à indiquer et à baisser la quantité de formaldéhyde contenue, mais même avec la baisse, ça reste quand même assez important. Le grand conseil quand vous achetez des meubles comme ça, des meubles neufs, des meubles en bois reconstitués, il faut les laisser aérer, dégazer, si possible, une bonne semaine, si ce n'est plus. C'est-à-dire que vous pouvez installer la chambre, il n'y a pas encore l'occupant, vous laissez les fenêtres ouvertes, il faut que ça ventile un maximum. Voilà. Alors, sachant que les meubles comme ça, que ce soit les meubles ou, pour la personne qui a dit les sols, si vous avez un parquet en bois reconstitué, c'est la même logique, hein, ça va dégazer doucement, doucement pendant des années. D'où, encore plus, encore une fois, ventiler un maximum pour éviter la concentration de polluants dans l'air. Autre pollution chimique auquel on ne pense absolument pas, les tissus. Alors surtout tissus qui vont être... alors les tissus, quand je dis tissus, c'est tissus d'ameublement, matelas, etc. Par exemple, on peut acheter des matelas qui sont traités anti-acariens. Mais c'est un traitement chimique. Donc c'est un insecticide, c'est fait pour tuer les bestioles. Donc en contact direct avec la peau, ça peut être dangereux. Vous avez des tissus d'ameublement, je prends l'exemple du petit fauteuil qui est en bas, mais la logique est la même pour votre canapé. Les tissus peuvent être traités avec des retardateurs de flamme, des retardeurs bromés, qui sont très allergisants et on se pose la question, maintenant ils sont suspectés d'être cancérigènes. Voilà. Donc tous les tissus en normes de protection, malheureusement, ont un contre-coup chimique. Donc il faut faire attention à bien choisir son mobilier. Je passe assez rapidement parce que je vois l'heure qui tourne. Et dernière chose pour les enfants, ça va être les jouets. La plupart des jouets pour enfants sont en plastique, contiennent énormément de phtalates. Et l'enfant découvre le monde, notamment à travers la bouche. Donc tout ce qu'il va avoir en main, il va le mettre à la bouche. Donc je vous indique aussi de jeter un petit coup d'œil au label des jouets pour enfants. Alors, juste, Fabrice, une petite question. Quand on parle notamment des jouets, on sait que les enfants sont très sensibles, notamment aux perturbateurs endocriniens. Est-ce que dans les jouets, dans le plastique des jouets, on a eu des preuves de présence de perturbateurs endocriniens? Oui, tout ce qui va être à base de plastique, hein, de toute façon, phtalate et biphénol, alors même si le biphénol, c'est privé par A plus B, parce qu'il y a eu une très très grosse enquête qui a été commandée par Mme Bachelot, et maintenant c'est avéré, mais tous les phtalates sont très très fortement suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Les phtalates, vous les en avez dans tous les plastiques du quotidien. Plus le plastique est mou, plus il y a de phtalates. Donc, vous voyez bien que les jouets pour enfants, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une interdiction à un moment donné dans les crèches des espèces de jouets puzzle, vous savez, les puzzles un peu géants qui faisaient tapis, les tapis mousse en forme de puzzle pour le sol, parce qu'ils contenaient énormément de phtalates. Donc, ils ont été interdits dans les crèches. Et voire même, je crois qu'ils sont interdits à la vente, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, oui, les phtalates ont un rôle de perturbateur endocrinien. Pour ceux qui ne savent pas, les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques qui vont imiter, bloquer ou perturber nos hormones naturelles et du coup dérégler tout notre métabolisme. Et ces fameux perturbateurs endocriniens sont suspectés d'être au moins influencés, si ce n'est provoqués, des maladies métaboliques, retard de croissance, obésité, diabète. Voilà. On est en train de travailler dessus. La chimie, c'est quelque chose au niveau santé, malheureusement, qui reste assez récent. Hein. Donc, tous les jours, on en découvre. Pour l'instant, on suspecte des choses commencent à être prouvées par des études, mais les normes sont lentes à évaluer. Si je vous prends l'exemple du biphénol, le biphénol a été interdit au Canada, je crois, 5 ans avant la France. Je vais vous dire qu'on a mis un petit peu de temps à réagir quand même. Et pourtant, la chimie et les êtres humains sont les mêmes d'un pays à l'autre. Oui. Et le biphénol était présent notamment dans les tétines des biberons, quoi. Donc c'est quand même assez hallucinant, quoi. Hein. C'était aussi contenu, il y avait un autre PE dans les biberons, c'était le polycarbonate, c'était les biberons en plastique en fait, qui contenaient ça.
qui malheureusement était transféré dans le lait lors de la chauffe. Parce que le plastique se dégrade en le chauffant. Vous faites chauffer du plastique, il va libérer des molécules qui vont se retrouver, si c'est du plastique alimentaire, ils vont se retrouver directement dans les aliments. Alors là, on n'a pas le temps, mais c'est pour ça que vous avez une classification spéciale pour les plastiques. Chaque plastique correspond à un usage bien préconisé. Pour revenir à nous, alors un petit crochet pour le babyphone, alors c'est juste par rapport aux ondes électromagnétiques, mais tout simplement parce que pour moi, c'est un appareil qui est complètement inutile. Il sert vraiment, alors sauf si vous avez un manoir de 600 mètres carrés, la rigueur, je peux comprendre, mais dans la maison de Monsieur Tout-le-Monde, le babyphone n'a aucune utilité. Si vous avez eu des enfants, vous savez qu'un enfant qui pleure, toute la maison est au courant, il n'y a pas besoin du babyphone. Il ne va pas vous téléphoner pour vous dire qu'il y a un problème. Et un bébé qui ne pleure pas, il ne fait pas de bruit. Donc en fait, au babyphone, vous n'entendez rien. Donc c'est vraiment l'appareil qui ne sert pas grand-chose, si ce n'est qu'aujourd'hui, on a des appareils qui non seulement font l'audio, mais en plus font la vidéo, il y a des caméras. Le gros souci, c'est que c'est des appareils qui sont soit en Wi-Fi, soit en Bluetooth, et ça émet des ondes non-stop. Un petit peu d'ondes, c'est pas méchant, mais 24 heures sur 24, des ondes qui ne servent pas à grand-chose, c'est pas à conseiller, tout simplement. Et encore une fois, on termine parce qu'on est dans la maison. Ce qui est important, bien sûr, c'est de ventiler, surtout, je le répète, si la chambre vient d'être fraîchement refaite. Plus c'est frais, plus les meubles sont neufs, plus la peinture est neuve, plus il faut aérer et ventiler. Alors, une fois qu'on a essayé de repérer un petit peu toutes ces sources, on n'a pas tout vu, on a survolé, mais on en a vu ça pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, faire le point sur tous les produits qu'il y a dans la maison. Alors, avec les produits ménagers, on en a une ribambelle. On peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'autant de produits? Parce qu'il n'y a pas des produits doublons. Les produits, c'est un produit qui lave, s'il lave les sols, il va peut-être laver les surfaces. Donc, il y a déjà peut-être une réduction du nombre de produits. Et réduire le nombre de produits que l'on possède, c'est aussi réduire les sources de pollution, tout simplement. Alors, ce que je dis là, cette logique de réduire les produits, elle est valable sur les produits ménagers, mais vous pouvez appliquer la même logique aussi sur les produits d'hygiène, les produits cosmétiques. Peut-être qu'il y a trop de produits, on peut faire du tri. Deuxièmement, notamment pour les produits ménagers et pour les produits de bricolage, être attentif aux pictogrammes. Si vous avez des pictogrammes comme ceci sur ces produits, toxiques, dangereux, dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement, vous notez bien que c'est des produits qui ont un impact. On ne peut pas les manipuler comme ça. Donc, si vous devez faire un choix de produit, déjà ces pictogrammes, c'est un indice. On ne peut pas privilégier un produit qui contient ces pictogrammes. Et évidemment, quand on prend des produits, parce que je vais appeler ça des produits industriels, qui soient de ménage et bricolage, ça veut dire donc qu'il faut être comme en usine. Il faut porter des protections adaptées, ce que pas grand monde le fait. Il faut respecter les doses aussi. Quand vous manipulez des produits comme la javel ou les produits pour les sols, vous avez une dose pour tant d'eau. Plus vous mettez une dose forte, plus vous allez respirer les vapeurs. Alors oui, je vois une question sur la javel. La javel, c'est un produit très irritant, qui est à base de chlore. Donc c'est très agressif pour les poumons. C'est assez embêtant, surtout si vous avez des gens asthmatiques autour de chez vous. La question à se poser pour la javel, c'est est-ce que j'ai besoin de javel? Voilà. Parce que la javel ne nettoie pas. La javel va tuer les bactéries, avoir un effet bactéricide, donc un effet sur l'environnement et sur votre propre santé. Mais est-ce que ça va enlever une tâche? Ça, c'est pas forcé. Donc, est-ce que vous avez besoin d'une désinfection? Est-ce que vous êtes sur une espèce de champ opératoire ou pas? Mais j'ai prévu, si la question est sur l'intérêt de la javel sur l'action bactéricide, on a fait une petite slide, justement, c'est à cause de l'air du temps, que j'ai passé par là. Alors, la remplacer, on va en parler après, du remplacement des produits. J'accélère un petit peu, parce que je vois le temps passer. Donc, du coup, une fois qu'on a supprimé un petit peu une partie des produits, qu'on a fait le tri, on peut aussi réfléchir à favoriser sur des alternatives plus saines. Et ça, c'est valable pour tout type de produits. Ménager, lessive, hygiène, cosmétique, tous les produits vont avoir une alternative plus saine. Alors, soit vous ne voulez pas trop vous casser la tête, vous allez chercher un produit, ce qu'on va appeler un produit éco-labellisé. Alors là, vous allez rentrer dans la jungle des labels, il y en a beaucoup. Et là, je n'ai franchement pas le temps de vous dire la différence entre les uns et les autres, parce que des fois, les différences insimes, c'est qu'il y en a un, il va être plus,
Il y en a un qui va être plus intéressé sur l'impact sur la santé, un qui sera plus intéressé sur l'impact sur l'environnement, un qui sera plus intéressé sur l'origine des produits, d'autres qui va être plus porté sur le recyclage du produit en fin de vie, etc. Donc chaque label a ses points positifs et ses points négatifs. Moi, ce que je vous dirais, c'est peut-être de choisir un type de label qui vous correspond, et un petit peu vous renseigner, notamment les labels européens, ils ne sont pas trop mauvais. Une fois que vous êtes décidé sur un type de label, vous restez dessus. En sachant que dans tous les cas, un produit labellisé, ça sera toujours mieux qu'un produit non labellisé. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, par contre, dans les labels, attention à ne pas confondre, parce que là, il y en a un petit peu de tout. Hein. Les produits qui sont vraiment des produits type bio-santé, avec les produits comme celui-ci, par exemple, qui sont sur le commerce équitable. Un produit commerce équitable n'est pas forcément bio. Donc, faites attention à ça. Voilà. Ou alors, ce qui est peut-être le plus simple, et ce que faisaient nos grands-parents, c'est faire nous-mêmes nos propres produits. Et vous allez voir que c'est relativement simple. Il faut un peu de temps. Mais le gros avantage, c'est que vous maîtrisez vraiment le produit de A jusqu'à Z, vous savez ce qu'il y a dedans. Pour faire des produits, on part très généralement de bases très simples. Ça va être du savon de Marseille, du savon noir, du vinaigre, du citron. Enfin, tous les produits dans la nature ont beaucoup d'efficacité. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour comment faire vos produits, mais à la fin, on va vous donner à télécharger une plaquette qu'on a créée avec des recettes de produits à faire vous-même pour remplacer les produits du quotidien. Donc, on vous donnera le lien à la fin. Oui. Fabrice, il y avait une petite question sur le chat. Quel est en fait le site ou le logo qui est plus spécifiquement sur la santé pour éco-labelliser? Alors, en fait, il y en a plusieurs, parce que le mot santé, il est très large. Je ne pourrais pas dire exactement lequel est le plus intéressant pour la santé. Je veux dire qu'il y en a plusieurs qui prennent en compte la santé humaine. Voilà. Donc, moi, je vous donne un petit conseil. Ça va être soit, si vous voyez ma souris, les deux labels européens qui sont ici, le vert ici avec la feuille, le Ecolabel qui est ici, ou un qui est pas mal, c'est le EcoCert. Mais vous avez deux EcoCert, faites attention. Vous avez un EcoCert classique qui vous donne des produits de meilleure qualité, et vous avez un EcoCert où il y a marqué bio juste en dessous. C'est le même avec marqué bio. Là, ce sont des produits éco-certifiés biologiques. Voilà. Après, chacun d'entre eux a son avantage et son inconvénient. Hein. Ça serait quasiment un cours à ça tout seul pour les labels. Mais voilà, choisissez au moins celui-ci, les deux bio là déjà connus, le Ecolabel et le EcoCert. Vous avez déjà une bonne base avec ça. Après, je ne veux pas faire de plus pour l'un ou plus pour l'autre. Hein, chacun a des intérêts. Mais si vraiment vous voulez chercher des produits, un quart d'heure d'investissement à choisir son label, c'est toute une vie de course gagnée parce qu'après, ce label va vous aiguiller sur tout le reste. Alors, on avance un petit peu. Donc, j'ai rajouté une slide un peu en urgence sur le Covid à la maison. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec le Covid, on a une telle anxiété en ce moment qu'on a pratiquement envie de passer la maison entière au désinfectant. Voilà. On a envie de tout noyer dans la javel, dans les produits bactéricides. Alors, le problème, c'est que les produits utilisés pour tuer le virus, si ce sont des produits qui sont bactéricides ou virucides, c'est-à-dire qu'ils ont un impact sur le vivant. Et si c'est un impact sur le vivant, ça a automatiquement un impact sur nous. Donc ces produits sont aussi dangereux pour nous. Donc il faut faire attention à ne pas non plus abuser. Alors du coup, réfléchissons. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'est d'éviter la contamination du virus. Nous sommes chez nous à la maison. On analyse le virus. Le virus, en fait, on va se rendre compte que qu'est-ce qui est très efficace et très sain, c'est tout simplement le savon. La plupart des virus, et c'est le cas du coronavirus, sont entourés d'une enveloppe de protection. Et cette enveloppe de protection, elle va être, alors je vous fais simple, va être brisée par les molécules hydrophobes de l'eau. Elles vont arracher cette enveloppe, et une fois que cette enveloppe est arrachée, le virus ne perd sa capacité infectieuse. Donc, du coup, du simple savon, tout bête, suffit. D'ailleurs, c'est le cas quand il y a une épidémie de gastro-entérite, on vous conseille de vous laver les mains. Je ne vous dis pas forcément de passer du gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, il n'y a pas de savon disponible, ou alors on est en champ hospitalier, il faut vraiment une désinfection plus complète. Mais du savon et de l'eau suffit pour vous débarrasser du Covid. Et la logique vaut aussi bien pour vous laver les mains que les produits d'entretien pour les sols ou les meubles, même pour laver les poignées de porte. Du savon et de la friction, il faut frotter, le savon tout seul ne va pas faire tout le travail. Vous savonnez, vous frottez, vous rincez, le Covid ne résiste pas.
Ce qui veut dire que pour le Covid à la maison, c'est très très simple. Pas besoin que j'appelle, si c'était ça la question. On se lave les mains en préférant l'eau et le savon, de préférence un savon écologique bio. Et là, le savon, et surtout, il faut frotter. Il faut l'addition des deux. Vous frottez, et du coup, vous n'avez pas de risque. Et on privilégie les produits ménagers, ce qu'on appelle la chimie verte, fait maison, à base de savon. Il faut du savon. C'est le savon qui va faire le travail. C'est la capacité hydrophobe des molécules de savon qui vont faire le travail. Parce que non seulement elles vont briser l'enveloppe du virus, mais ces molécules vont aussi s'accrocher, ce qui fait que quand vous allez rincer à grande eau, ça va l'entraîner. Donc il n'y en a plus. Même logique aussi pour les lessives. Vous prenez une lessive écolabellisée, parce que toutes les lessives sont à base de savon, donc il n'y a pas de problème. Par contre, utilisez le cycle long. Plus c'est long, plus il y a de friction, plus ça va enlever le virus par fraction mécanique. Et surtout, on n'utilise pas de parfum d'ambiance ou les diffuseurs. Un, ils servent strictement à rien dans la lutte contre le Covid ou quelque virus que ce soit. Et de deux, utiliser un diffuseur ou un parfum d'ambiance, surtout les parfums chimiques, hein, même un gros bémol pour les huiles essentielles, ne fait qu'augmenter la pollution de l'air intérieur. Je vous donne une petite phrase qui va résumer, si vous avez envie de savoir si chez vous, vous avez des particules dans l'air. Le propre n'a pas d'odeur. Si vous ne sentez rien, c'est que c'est propre. Quand ça sent mauvais, c'est que c'est sale. Si ça sent quelque chose, même si ça sent bon, c'est qu'il y a des particules dans l'air. Voilà. Donc, si vous devez choisir entre les trois, il faut choisir le propre. Vous ne devez pas avoir d'odeur à l'intérieur. Le plus important à retenir, donc je l'ai dit plusieurs fois, mais je reviens vraiment dessus, c'est l'aération et la ventilation. Les polluants s'accumulent dans l'air intérieur. Une seule solution quand ces polluants sont dans l'air, il faut s'en débarrasser. Il faut aérer et ventiler. Et là, je vais revenir à la question d'Henri, quelle différence entre les deux? Aérer, c'est ouvrir les fenêtres. On va faire rentrer, on va échanger l'air intérieur avec l'air extérieur. Donc, au moins 10 minutes par jour, été comme hiver, pour toutes les pièces. Surtout la pièce où il y a le plus d'humidité, la salle de bain, et le plus de polluants aussi dans l'air à la salle de bain. En ouvrant les fenêtres, qu'est-ce qu'on fait? On va faire que l'air intérieur pollué va partir à l'extérieur. Il y aura un échange d'air. Et donc, on va réduire la concentration des polluants dans l'air intérieur. On reprend l'exemple tout à l'heure des meubles avec le formaldéhyde. Votre meuble va dégazer pendant un certain temps du formaldéhyde. Il ne faut pas attendre que la concentration s'accumule dans la pièce. Vous aérez tous les jours, ce qui fait que votre concentration sera assez basse et vous en débarrassez tous les jours. C'est un réflexe à prendre. Et la différence avec la ventilation, les maisons d'aujourd'hui, et c'est obligatoire depuis 1970, sont ventilées de manière automatique, mécanique. C'est-à-dire que nos maisons aujourd'hui, elles sont respirantes. Vous avez des entrées d'air et des sorties d'air. Très généralement, elles sont mécaniques, ce qu'on appelle des VMC. Tout simplement, c'est fait pourquoi? D'une part, pour le taux d'humidité, ça va empêcher votre maison d'avoir de l'humidité et développer des moisissures, mais aussi, ça va être aussi une garantie d'intoxication si vous avez de lutte contre l'intoxication, si vous avez des radiateurs ou une chaudière à combustion, et ça va aussi permettre de ventiler les polluants antérieurs. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, voulant faire des économies d'énergie, ce qui est une vraie fausse économie de faire ça, va boucher les entrées ou les sorties. Ou tout simplement, la ventilation, la maison, elle a peut-être 20 ou 30 ans, elle est un peu poussiéreuse, elle est un peu bouchée, elle ne fonctionne plus très bien. Donc, ventiler, c'est quelque chose qui, normalement, une maison moderne doit être équipée de ça. Si elle n'est pas équipée ou si ça ne fonctionne pas, il faut le faire réparer. Et l'un va avec l'autre. Ce n'est pas parce que ma maison respire 24 heures sur 24 que je ne dois pas l'aérer. La ventilation n'a pas l'efficacité de l'aération. Ventiler permet de renouveler l'air. Aérer permet vraiment de faire un transfert complet de ce qu'il y a à l'intérieur vers l'extérieur. Donc, même si votre maison a été équipée d'une VMC, il faut quand même aérer. Et si vous n'avez pas de VMC, alors il faut d'autant plus aérer. Henri, je vais faire les 10 commandements parce que ton micro est catastrophique. Oui, je sais, je suis désolé. Je voulais juste te dire qu'il existe aussi pour les logements anciens ce qu'on appelle des déshumidificateurs qui sont électriques et qui peuvent permettre de résoudre des gros problèmes d'humidité et donc avant l'arrivée de moisissures, de champignons ou ce genre de choses.
Et ça, ces appareils fonctionnent très bien. Ce sont des appareils électriques et qui ont une grande efficacité maintenant et qui peut être intéressant d'utiliser. Voilà. Oui, alors après, il y a plein d'astuces. Vous avez un problème d'humidité, de toute façon, moi, je vous conseille de faire appel à un spécialiste qui va venir diagnostiquer le problème. Hein. Parce que si vous êtes obligé de faire appel à ce type d'appareillage pour régler ces problèmes-là, c'est qu'il y a un souci de fond. Il faut Tout déterminer à le fait. souci de fond. Alors, soit c'est pas viable, trop cher, trop de réparation, etc. Un désinitialiseur peut effectivement réguler un peu le problème. Mais il faut quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que s'il y a un problème de fond, ça ne sera pas viable sur du très long terme. Alors, les 10 commandements de l'air intérieur. Il a plus joué que ce soit Moïse, donc Henri qu'il fasse. Bah oui, désolé. Donc, on va un petit peu résumer tout ce qu'on a vu. Tous les jours, non au tabac, je dirais. Eh oui, pour la santé comme pour l'air intérieur. Hein. Tous les jours, j'aérerai. Toutes les semaines, le ménage, je ferai. Tous les trimestres, ma ventilation, je vérifierai. Tous les ans, ma chaudière à combustion, je contrôlerai. Les produits écolabellisés ou faits maison, je choisirai. Les produits d'hygiène ou de beauté plus sains, j'utiliserai. Les parfums d'ambiance, jamais je n'utiliserai. Et la bonne parole sur la qualité de l'air, je prêcherai. Parce que ce que vous avez appris aujourd'hui, rien ne vous empêche d'aller le reporter aux autres. Pour aller plus loin, puisqu'on est vraiment ric-rac au niveau du temps, vous avez 2 guides que je peux vous conseiller de télécharger. Il y en a d'autres, mais je vous conseille celui-là. Premier guide, je vais vous les mettre dans le chat. Le lien. Premier guide. Hop, je vous ai mis le lien dans le chat. C'est le petit guide de la pollution de l'air intérieur qui avait été fait à l'époque par l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé. Dedans, vous allez retrouver tous les conseils. Alors, ce n'est pas que la pollution chimique, hein, c'est vraiment tous les éléments de la pollution de l'air intérieur qui vont donner des conseils pour améliorer votre qualité d'air. Et un deuxième guide, le petit guide écologique qui a été fait par la Mutualité française Sud, dans lequel vous allez trouver des recettes et des astuces pour mieux respirer. Dedans, vous allez trouver des recettes pour fabriquer vous-même vos produits d'entretien, vos produits ménagers. Il y aura quelques recettes pour faire quelques produits cosmétiques aussi. Il y en a d'autres, mais là, on a essayé de réunir des recettes qui ont été validées. Je vous mets aussi le lien à l'intérieur. Ah, je vois une question sur les appareils purificateurs d'air intérieur. Alors, je vais être très très franc. Je ne vais pas dire que c'est, comment dirais-je, inutile, mais c'est quasiment le cas. Vous voulez purifier l'air, ouvrez la fenêtre. Voilà, vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Si vous pensez que votre air intérieur a besoin d'être purifié, il vaut mieux se demander purifier de quoi? Quelle est la source de pollution? Donc, repérer la source de pollution, l'éliminer ou la réduire. Alors, s'il s'agit d'huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le propre n'a pas d'odeur. Si vous n'avez pas de problème de pollution intérieure, vous n'avez pas besoin ni d'intérêt d'utiliser des huiles essentielles ou quoi que ce soit. Si ce n'est peut-être que ça peut vous faire plaisir d'avoir cette odeur-là. Maintenant, à savoir que les huiles essentielles, ce sont des produits quand même qui peuvent être potentiellement dangereux. Il faut savoir bien les doser. Là, je vous dis de prendre conseil à votre pharmacien parce que c'est des fioles, c'est très concentré ce qu'il y a dans les essentiels. Faire aussi attention à certaines huiles essentielles qui sont considérées comme des perturbateurs endocriniens. Donc, faire attention à ça. Et si vous utilisez ce type de diffuseur, parce que vous avez parfaitement le droit de les utiliser, ventilez quand même, aérez. Purifier l'air, pour moi, c'est un vrai faux mot. On ne peut pas purifier l'air. On ne peut que le renouveler. Voilà. Si un air est pollué, il est pollué. C'est le même principe que ce soit des diffuseurs d'huile essentielle ou les espèces de bombes qui enlèvent les odeurs de manière magique qu'on voit à la télé. On ne fait que camoufler, en fait. Une odeur camoufle une autre. Mais en fait, on rajoute un produit sur un produit. Donc, ce n'est pas de la purification pour moi. De l'air pur, il est pur de lui-même. Il n'y a aucun moyen de purifier un air. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas dans le chat. Pendant que d'autres questions arrivent, en tout cas, nous vous remercions d'avoir participé à la conférence. Je vais vous mettre un lien sur un questionnaire de satisfaction. Je vous demande de prendre quelques minutes, ça prend 2 minutes pour le remplir avec quelques questions.
Je le mets dans le chat. Oui, on pourrait modifier le conditionnel, effectivement, on n'a pas fait attention. Merci Chantal. Les personnes qui veulent avoir une copie Alors, vous pouvez revoir la conférence en replay, elle sera disponible normalement dans le courant de la semaine. Là, c'est notre service communication qui va s'en occuper. Vous pouvez aussi avoir le diaporama, on peut vous l'envoyer. Dans ce cas, mettez votre adresse mail si vous voulez le diaporama dans le chat. Et je vous remercie encore d'avoir participé. Henri, je te laisse le mot de la fin si tu y arrives. Oui, bah, si j'y arrive. Donc, merci en tout cas à tout le monde d'avoir participé à cette webconférence. On espère en faire d'autres parce que c'est un sujet vraiment passionnant et que malheureusement, on va devoir en reparler, en rediscuter et remettre des conférences là-dessus parce que le problème de la santé environnement, c'est un véritable problème de santé publique. Et il faut s'en emparer. Voilà. Merci à tout le monde en tout cas et désolé pour mes problèmes de son.